Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. À la une de cette édition, une opération de vaccination contre Ebola à l'Abbé. Tous les proches de la patiente retrouvée en Côte d'Ivoire ont reçu leur dose. Le ministère de la Santé ne veut prendre aucun risque. À la découverte d'un grand producteur de riz à Senko, Balamoussa Kamara, c'est son nom, a mis en valeur 10 hectares de plaine risicole. L'année prochaine, il vise 200 hectares. Une passerelle éducative entre l'alphabétisation et la formation universitaire, c'est le grand défi pour l'école guinéenne. Des consultations sont en cours à Kindia pour voir comment gagner le pari, mais il faut d'abord passer par une révision des documents. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Il vous souviendra qu'une Guinéenne malade d'Ebola s'était rendue récemment en Côte d'Ivoire. La patiente était en provenance de la ville de l'Abbé. Pour éviter tout risque, une équipe du ministère de la Santé s'est rendue dans la localité. Tous les proches de la patiente ont été vaccinés. Falilou Diallo. Embarquée de l'Abbé pour Abidjan, la capitale ivoirienne, une jeune dame est accusée d'avoir transporté le virus Ebola dans ce pays. Et pour rompre la chaîne de contamination de cette maladie, les autorités sanitaires guinéennes ont initié une campagne de vaccination dans la zone. Première étape, l'équipe médicale, puis la famille de la patiente. Si vous avez le chef de quartier, vous avez le chef secteur, vous avez le convoyeur même du véhicule qui a accompagné cette dame à Abidjan. Nous avons ici le chauffeur. Et malgré qu'ils sont des contacts directs, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas développé un signe. Pour le moment, Dieu merci, personne n'a développé un signe. C'est pour nous une grande chance. Si un cas d'Ebola, si des contacts de cas d'Ebola peuvent rester autant de jours sans être contaminés, c'est une grande joie. Après plusieurs enquêtes, la famille de la patiente zéro a été finalement retrouvée dans le quartier Ndiolo, situé dans la haute banlieue du centre urbain de l'Abbé. Les membres de cette famille ont reçu leur vaccin. Mais pour l'instant, aucun signe n'a été constaté. Quand ma fille quittait l'Abbé, elle se portait bien. J'avais même fait une vidéo avec elle où elle dansait avant son départ. Alors, si elle a contracté cette maladie, c'est en cours de route ou bien en Côte d'Ivoire. Nous, ici, le monde se porte à merveille. La preuve, je suis la mère. Cela me rend à l'aise puisque on me dit que je suis un suspect. Je suis un suspect. Étant donné que moi, je sais que je suis en bonne santé. Rien ne me fait mal. Rien ne me fait mal et je sais que mon chauffeur aussi, rien ne lui fait mal. Au total, une quarantaine de personnes a été vaccinées pour circonscrire la maladie dans la préfecture. Mais en attendant, la question reste toujours non élucidée par rapport à l'origine de ce virus hémorragique qui a endeuillé plusieurs familles au sein de la Manoriva Union. Pendant ce temps, une équipe d'inspection du ministère de la Santé était dans certaines cliniques médicales de Conakry. Le constat est sans appel. Beaucoup évoluent dans la clandestinité. 3 structures sont fermées pour manquement grave à l'éthique. Alpha Isiagaba. À Conakry, tout comme à l'intérieur du pays, des cliniques médicales clandestines foisonnent. C'est le constat des inspecteurs des services de santé. Dans ce cabinet médical, aucun document légal. Il évolue dans la clandestinité. Ici, comme d'autres cliniques médicales, la réalité est la même et les responsables sont unanimes. Le document qui a affaire à l'ONG dit que le document n'est pas au complet. Que le document n'est pas au complet et que la clinique doit être fermée. La ronde est menée par une équipe de l'inspection générale du ministère de la Santé. Sur 4 cliniques visitées, 3 ne sont pas dans les normes et les équipements médicaux sont presque inadéquats. Après la visite d'inspection dans 4 structures médicales privées, j'ai trouvé que sur les 4, il n'y a qu'une seule clinique qui possède les documents officiels. Les 3 autres n'ont pas d'agrément. Ils sont donc illégalement installés. Il nous a été demandé de procéder à la fermeture de toutes les structures médicales privées clandestines. Donc c'est une invite que je fais à l'attention de tous les autres cliniciens ou ceux qui détiennent les centres médicaux, mais qui ne respectent pas le sacerdoce médical, c'est-à-dire avoir les documents officiels, avoir l'autorisation, avoir la compétence pour exercer, pour soigner les patients.
Toutes ces cliniques jugées illégales par l'équipe d'inspection sont aussitôt fermées et les responsables convoqués. La ronde fait suite aux récentes instructions du président de la République visant à mettre fin à ces dangereuses cliniques. Et puis ce bulletin Info Covid de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Dans le cadre de la riposte à la pandémie de Covid-19, notre pays a enregistré le 24 août 2021 73 cas confirmés sur 1494 personnes testées, 46 hospitalisés du jour, 106 sorties guéries, 2 décès hospitaliers du jour, 7 décès communautaires positifs à la Covid-19. Depuis le début de la pandémie, le pays a enregistré 29 022 cas confirmés, 26 374 guéris, 318 décès hospitaliers, 1665 hospitalisés dans les CTPI, 681 suivis à domicile et 71 malades sont en réanimation. Du 5 mars au 23 août 2021, 682 526 personnes ont bénéficié d'au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 et 353 003 personnes sont complètement vaccinées. Cet autre communiqué qui nous vient, lui, du bureau de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés, du personnel parlementaire et des membres du gouvernement que dans le cadre de la session extraordinaire consacrée à l'examen de la loi de finances rectificative exercice 2021, une plénière est convoquée jeudi 26 août 2021 à 10h30 à l'hémicycle. À l'ordre du jour est inscrite la présentation du projet de loi de finances rectificative par le gouvernement. Les honorables députés et le personnel parlementaire concerné sont invités à se présenter à l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour le démarrage effectif des travaux de la dite session. Compte tenu de l'importance des travaux envisagés, la présence de toutes et de tous est obligatoire, signé Honorable Amadou Damaro Camara. Agriculture. Dans la sous-préfecture de Senko, un fils du terroir est en train de réaliser des prouesses. Pour le moment, il n'a réussi à mettre en valeur que 10 hectares de riz, mais ses ambitions sont beaucoup plus grandes. Il envisage de mettre en valeur 200 hectares en 2022. Lancé Kamisoko. Tarigwe Mansadou, situé à 20 km environ de Senko, dispose d'un potentiel agricole très énorme. Pour faire profiter la population de cette richesse naturelle, un fils du terroir met en valeur 10 hectares de riz au compte du calendrier agricole 2021. Pour lui, seule la terre peut satisfaire tous les besoins. L'agriculture, c'est la base du développement. Et étant ressortissant de cette sous-préfecture de Senko, je profite de cette opportunité pour m'investir également dans l'agriculture. Ces travaux ont été exécutés grâce au coup de main du conseil agricole de Senko et Fouala. Aujourd'hui, le problème majeur auquel il est confronté reste la présence de certaines mauvaises herbes invulnérables à l'herbicide sélectif. Ici, nous avons constaté que le sol est déjà riche. On n'a pas pu utiliser l'engrais parce que utiliser l'engrais sur un sol riche, c'est un gaspillage. De plus aussi, nous sommes là pour l'entretien de la culture. Il faut qu'on arrive à se battre pour enlever les mauvaises herbes sur les cultures. On va essayer de passer par l'entretien manuel. On va essayer de prendre les sociétés des femmes pour enlever les mauvaises herbes, que l'herbicide n'a pas pu les enlever. Fonctionnaire de son état, l'action de Balamoussa inspire plus d'un dans la sous-préfecture de Senko et environ. Si tous les fils de ce terroir faisaient comme ils viennent de le faire, l'autosuffisance alimentaire qui est prônée par le président de la République, professeur Alpha Condé, je crois que l'objectif serait atteint dans ce cadre. Parce que ce qu'il a fait démontre suffisamment que ce qui a été dit, vraiment lui il a compris. Je suis très impressionné par la qualité du chant. Je remercie notre frère, M. Balamoussa Camara, qui s'investit dans l'agriculture. Et j'encourage également tous les cadres, sans exception, de la grande commune de Senko, de s'investir dans l'agriculture. Depuis que le monde monte, on a toujours dit que la terre ne trahit pas. Ce périmètre mis en valeur cette année est le début d'une initiative de grandes envergures pour ce fils du terroir. Nos ambitions sur les années à venir, c'est de diversifier nos productions. En dehors du riz,
nous avons des sols ici qui peuvent aussi être très rentables pour d'autres cultures comme le maïs, le manioc, et pour accompagner les initiatives présidentielles dans le cadre du développement de l'agriculture, notamment être un peu la source d'approvisionnement par rapport au projet d'élevage. Vous n'êtes pas sans savoir que l'objectif de M. le Président, c'est qu'en 2022, que la Guinée n'importe plus de volailles. Et cela ne peut se faire que sur nous-mêmes, nous produisons les aliments qui contribuent à l'alimentation de ces volailles. Dans le grand nord de Beila, il y a près d'une trentaine de groupements agricoles féminins. Les aider dans l'acquisition de financement est l'autre préoccupation de Bala Moussa. On a appris qu'il y a une coordination déjà qui est en marche au niveau de la Basse-Côte qui est en train d'accompagner les femmes entrepreneurs agricoles. Et nous allons nous rapprocher d'eux pour voir comment on peut faire bénéficier également les groupements féminins de la sous-préfecture qui sont d'ailleurs très nombreux et qui s'activent vraiment dans d'autres cultures ici. Cet entrepreneur ambitionne mettre en valeur 200 hectares de riz pour le prochain calendrier agricole. Pour ce faire, il sollicite auprès de l'État la réhabilitation de la route Senko-Beila, ce qui devrait permettre aux paysans de cette zone de production par excellence d'écouler plus facilement leur culture. Le chiffre est beaucoup plus important. À Boké, 350 hectares de plaine de riz. C'est ce que vient d'aménager un natif de Kakandé. El Hadj Karamba Girassi évolue dans ce secteur depuis plus de 20 ans. C'est sa contribution au programme national d'autosuffisance alimentaire. Younous Atawel Kamara, Mohamed Mara. Depuis plus de 20 ans, cet amoureux de la terre s'investit dans l'agriculture, ici à Kamikolo, préfecture de Boké. Cette année, Elaï Karamba Girassi compte aménager 350 hectares de riz dans ce vaste domaine agricole. Depuis le début de la saison pluvieuse, 3 tracteurs sont mis en branle pour l'opération de préparation du sol. Mon champ là, ça fait 450 hectares. J'ai aménagé 350 hectares. C'est ça que je suis en train de semer là. Cette année, j'ai tout semé 350 hectares. Quand j'ai fini là, tout de suite là, dans une semaine, je vais commencer à mangrove. Mangrove aussi, j'ai 200 hectares. Chaque année, j'ai travaillé. Nous, on est là pour aider l'État guinéen, pour accompagner notre président. On est prêt pour montrer dans le monde, l'Africain, on peut faire quelque chose. En plus des tracteurs, une trentaine de jeunes sont aussi employés pour les autres travaux champêtres. Dans son habit de paysan, Elaï Karamba Girassi scrute sa plaine agricole à perte de vue et encourage ses travailleurs sur le terrain. De l'autre côté du champ déjà valorisé, le riz commence à pousser à un rythme satisfaisant. Une prouesse agricole qui attise la convoitise de certains citoyens de la contrée. Je suis venu visiter le champ agricole d'El Hadj Karamba Girassi. Je suis très impressionné par la qualité des travaux. Nous devons encourager et féliciter ce paysan pour son courage et de tout ce qu'il fait pour le pays. En plus de cette pleine mise en valeur, ce paysan leader du district de Kamikolo a réalisé également une bananière et un champ de manioc dans ce bas-fond. Une manière de booster l'économie locale et contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Des femmes et filles engagées dans la consolidation de la paix. Un bureau régional est mis en place. Il est composé de femmes leaders dans leurs communautés respectives. Ces dames s'engagent aussi à lutter contre les violences basées sur le genre. Bernard Tonguino, Antoine Macolé. C'est un programme qui entend faire des femmes et des filles de véritables actrices de paix et de cohésion sociale. Après plusieurs mois de campagne de sensibilisation de terrain, l'heure est à la mise sur pied d'un bureau régional des femmes leaders communautaires. La structure sera chargée de consolider les acquis et poursuivre les actions de paix à travers un cadre permanent de concertation. Nous comptons sur ces femmes-là, une fois que leurs bureaux ont été mis en place, c'est de continuer à se donner les mains afin de pérenniser les acquis de ce projet.
Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce projet a touché des milliers de personnes. Plus de 2000 et quelques personnes ont été touchées avec des dialogues communautaires réalisés par ces mêmes femmes, avec l'appui des DMR et l'appui de ces directrices communales. Pour les 5 communes de Conakry, un bureau de 10 membres est élu pour un mandat de 12 mois. Le bureau aura pour tâche de coordonner les séances de dialogue communautaire. Un bureau régional ne peut pas aller de l'avant s'il ne travaille pas avec les autres bureaux de la communauté. Puisqu'on ne peut pas parler de paix comme ça sans nous attaquer aux causes profondes. Et nous le ferons avec toutes les parties prenantes. Je sais que la tâche est lourde, mais on va avoir le dos pour le prendre en charge. Notre relation avec ces femmes-là, c'est nous qui les avons identifiées, les cartographiées et les mettre en place. Et nous avons élaboré avec elles des plans d'action. Notre rôle, c'est d'appuyer ces plans d'action-là, donc financer les premières activités de ces plans d'action et les formaliser, les présenter aux autorités, tant au niveau administratif qu'au niveau des institutions internationales. Le projet d'appui aux femmes leaders communautaires pour la prévention des éventuels conflits liés aux élections est financé par le PBF, Fonds de consolidation de la paix. L'opération a permis de former 800 femmes et filles sur les stratégies de sensibilisation communautaire sur la paix et la lutte contre les violences basées sur le genre. Des centres d'alphabétisation à l'université, c'est bien possible. Le parcours était inimaginable avant, mais une réunion technique à Kindia est en train d'en définir les contours. Les centres NAFA seront mis à contribution pour créer des passerelles entre les deux niveaux de formation. Yaya Silla. Le centre NAFA de Sambaya, dans la commune urbaine de Kindia, appelé École de la Seconde Chance. Ce centre est parmi les dizaines qui forment les filles déscolarisées ou non scolarisées en alphabétisation formelle. Ici, dans ce centre de Bambaya, la filière enseignée comprend la couture, la teinture, l'alphabétisation et la saponification. Un programme national de formation pour les apprenants dénommé Programme NAFA. Ce programme, après plusieurs années d'application, doit être révisé. Pour nous, les documents qu'on a sont un peu caducs. Donc il faut les réviser pour une nouvelle orientation. Faire un toilettage à l'interne des contenus, des programmes. Et encore alléger ces livrets. Ces livrets sont les livrets du niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Cette révision va changer la donne parce que les contenus qui seront programmés prochainement permettront aux enfants d'avoir des compétences qui les permettent d'abord, comme je l'ai dit, de faire la passerelle ou d'être autonomes lorsqu'ils s'orientent vers un autre métier ou une activité socio-professionnelle parce qu'ils auront en tout cas une formation de base qui les rendront plus autonomes, plus compétents à assumer ou à faire ce qu'ils souhaiteraient de faire dans la vie ou bien de continuer le cycle comme les autres élèves de l'enseignement de l'éducation formelle. La rencontre de Kindia vise donc à créer une passerelle entre la formation initiale de l'alphabétisation et la formation formelle qui permettra aux apprenants de continuer leurs études professionnelles et universitaires. Alors, qu'est-ce que vous entendez par passerelle? C'est quand, n'est-ce pas, on quitte un stade de formation pour aller à un autre stade. Ici, les NAFA ou École de la Seconde Chance récupèrent les jeunes de 9 à 14 ans et les forment en 3 ans. Puis, pour la plupart, on voudrait que ces gens continuent à l'université, jusqu'à l'université pour avoir, n'est-ce pas, un niveau de scolarisation, un taux de scolarisation très élevé en Guinée. C'est cela l'objectif, n'est-ce pas, de la rénovation de ce programme. Les centres NAFA veulent redorer le blason en offrant une meilleure formation aux jeunes apprenants. Pour ce faire, les autorités de l'alphabétisation misent sur cette rencontre de révision du programme afin de mobiliser les jeunes vers les écoles de seconde chance et lutter contre le mariage précoce.
La fiscalité des entreprises, l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel aide les employés d'une société à mieux cerner les fondamentaux de cette matière. Plusieurs modules sont prévus comme le bénéfice imposable ou encore l'impôt sur les sociétés. On fait le point avec Moussa Komara. C'est une rencontre essentiellement concentrée sur la fiscalité des entreprises. Une thématique complexe qui vaut tout son pesant d'or. Aujourd'hui, tu ne peux pas être dans le monde ou l'environnement des activités sans comprendre la notion liée à la fiscalité. Qu'est-ce qu'on doit payer à l'État? Quels sont nos devoirs vis-à-vis de l'État? Donc c'est pourquoi nous avons essayé de déployer cette formation en faveur de l'ensemble de nos responsables et également aussi le département concerné qui est le département des finances. La formation va durer une semaine. Mais ce premier groupe a 3 jours pour maîtriser les techniques fiscales appliquées à l'entreprise afin d'optimiser la charge fiscale et analyser les indices des décisions prises en matière de gestion. Plusieurs thématiques sont abordées. La définition de l'impôt, ses sources et les techniques fiscales. L'objectif de cette formation, c'est de permettre aux collaborateurs de l'entreprise de comprendre les règles de base de fonctionnement de la fiscalité, de comprendre les mécanismes de fonctionnement des différents impôts et taxes applicables aux entreprises, mais aussi de comprendre quelles sont les règles qui gouvernent les relations entre l'administration et les contribuables. L'Office national de formation et de perfectionnement professionnel finance cette formation. L'objectif est d'amener les entreprises assujetties vers la compétitivité. Je suis absolument sûr, en ma qualité de directeur de l'ONFPP et suivant les conseils qu'on donne aux entreprises, de ne choisir que les formations qui collent avec leurs besoins. Parce que à la fin, c'est l'entreprise qui est concernée, c'est l'entreprise qui doit compétir sur le marché et plus les cadres plus les formations sont en phase avec le plan de formation et les objectifs stratégiques, la compétitivité vient automatiquement. À l'issue de cette rencontre de perfectionnement, ces participants seront autonomes dans la régulation et réglementation liées à la fiscalité et aux lois des finances. Reportage de Moussa Komara rendu en studio par Ali Badra Kondé. Éliminatoire Coupe du Monde 2022, les matchs vont commencer à s'enchaîner pour le Sili national. Il y aura ce déplacement contre la Guinée-Bissau, ce sera le 1er septembre, avant la réception du Maroc 5 jours plus tard. Le sélectionneur guinéen a fait sa liste de 24 joueurs. Commentaire, Kadiatou Traoré. Un match délocalisé pour faute de stade homologué par la FIFA en Guinée-Bissau. Le match d'Urtus-Sili aura lieu ce mercredi 1er septembre en Nouakchott. 24 joueurs ont été retenus par le sélectionneur guinéen pour aller affronter cette équipe bissau-guinéenne lors de cette première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 et celui de la deuxième journée contre le Maroc, ici à Conakry. Didier Six a tenu tout d'abord à reconduire les footballeurs qui étaient avec lui lors des dernières fenêtres FIFA à Antalya en Turquie au mois de juin dernier. Ajoutez à ceci les cadres de l'équipe comme Naby Keïta, Amadou Diawara, Madi Kamara et Mohamed Bayo. Les absences sont également signalées et non des moindres. José Martinez-Kanté, Yagou Banyanya Bari et Ibrahima Souri Konté ne figurent pas sur la liste des 6. Par contre, le jeune gardien de but de l'association sportive de Kaloum, Mohamed Kamara, et la pépite guinéenne Agibou Kamara continuent leur progression au sein du Sili. A signaler que la Guinée partage la poule avec le Maroc, le Soudan et la Guinée-Bissau. 2 matchs très importants à venir, les 1er et 6 septembre prochain. Bonne chance à notre équipe nationale. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir et à demain.